Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Mercredi égale heure de l'émission éducative de la semaine. Cette semaine, alors c'est malheureusement de ma faute, c'est moi qui ai complètement oublié de vous soumettre au vote. Normalement, ça aurait dû être le cas. Je n'avais pas de raison spécifique d'imposer un thème, mais bon, comme je voulais pas proposer au choix, bah, je vais en imposer un malgré moi. Et donc cette semaine, je vais vous parler d'un truc que je pense vous intéressera quand même. De toute façon, c'est typiquement le genre de truc que je vous aurais proposé et je pense que c'est celui que vous auriez choisi. Bon, après tout ça, évidemment, c'est subjectif, mais je vais essayer de me rassurer à ce niveau-là. Bref, aujourd'hui, on va parler de la lecture multi-time frame. Alors ça, c'est quelque chose qui est dans le PDF, et surtout parce que bon, bah là, il y a beaucoup de nouveaux qui viennent d'arriver. Comme je vous ai mis les indicateurs gratos, forcément, il y en a plein qui sont arrivés, mais ça, c'est normal. Donc, comme d'hab, n'oubliez pas à tous les nouveaux, vu que vous êtes nombreux, qu'il ne faut pas sauter les étapes. C'est pas parce que c'est gratuit, que c'est fantastique, tout ça, qu'il faut y aller et y aller trop vite. Au contraire, dites-vous que vous avez le temps et que c'est le moment d'en profiter. Au lieu d'une semaine d'essai, vous avez au moins un mois. Donc, n'oubliez pas de bien lire le PDF avant d'utiliser les outils, de préférence pas pendant. Normalement, je vous demande de le lire avant, mais bon, là, j'imagine qu'il y en a plein qui ont sauté quand même le pas avant de le lire. Donc, commencez par ce qui est le point de départ, le PDF, bien le lire, bien le comprendre. Je ne parle pas de le maîtriser dans son intégralité, mais de comprendre les notions générales qui sont introduites dedans. Euh, Commencez à mettre un peu en pratique, d'abord sur du replay, toujours pareil, on ne met pas d'argent quand on essaye quelque chose de nouveau, et quand vous vous mettez en réel, c'est toujours micro-levier, au moins au début, le temps de commencer à s'habituer. Bref, bon, on ne va pas faire un cours là-dessus aujourd'hui, c'est simplement un rappel. Mais il y a quelque chose dans le PDF que je vous mets, donc qui est plutôt vers la fin, mais ça fait partie donc des notions un peu plus avancées, où je vous mets donc un tableau avec différents time frames. Grosso merdo, c'est exactement celui que j'ai ici. Donc, il faut comprendre que le marché, évidemment, et la représentation technique du marché, ce que je vous propose, donc c'est une lecture via des outils automatisés ou semi-automatisés. Euh, ce, Tout dépend évidemment de ce que vous regardez. Le principe de l'outil, de l'algorithme, c'est de traiter une information. L'information que vous lui fournissez, c'est un chandelier qui a une durée, enfin, qui a une période donnée, qui a exécuté un volume donné, et c'est tout ce que vous lui donnez. Autrement dit, ouverture, clôture, le plus haut qui a été fait, le plus bas qui a été fait pendant cette période, bref, un chandelier japonais, quoi, et le volume qui a été associé à ce truc-là. Donc, grâce à ces seules informations, il faut traiter et proposer derrière tout ce que vous voyez. Donc, là, il faut bien comprendre que à ce jeu-là, évidemment, il y a un intérêt qu'il faut que la donnée que vous fournissiez soit intéressante. Ensuite, je vous dis toujours que le trading, c'est une histoire de millefeuilles de différents time frames. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a effectivement une logique derrière et il faut bien comprendre ça. Vous ne pouvez pas regarder n'importe quel time frame. Alors, théoriquement, oui, mais si vous faites une lecture multi-time frame, vous ne pouvez pas regarder n'importe quoi. Autrement dit, vous ne pouvez pas analyser le 2 heures puis aller en 4 heures. C'est pas possible. Ça, c'est une règle de base que je vous apprends. Il faut maintenir au minimum un ratio de 4 entre un time frame et celui que vous considérerez comme le time frame supérieur. Ça, je l'ai déjà mécaniquement, moi, en fait, codé parmi une des règles de la stratégie. C'est celle que vous retrouvez souvent dans les canaux en tant que canal de tendance et canal de contexte. D'accord? Vous voyez, par exemple, pour faire un cran de canal de contexte, il faut faire 1, 2, 3, 4 crans de canal de tendance. OK? Et pour faire un cran de canal de tendance, il faut 1, 2, 3, 4 bougies. OK? Donc, il y a minimum ce ratio de 4 à faire. Ça peut osciller entre 4 et 5. C'est à peu près ça la normale. On va dire entre 4 et 6. Euh, et vous avez ce que j'appelle donc normalement un lien entre ces cycles. C'est-à-dire que tout ici est affaire de cycles. Alors les cycles, on a déjà fait un cours là-dessus, mais il faut bien que vous compreniez que si les différents time frames doivent être répétés avec des différents niveaux de 4 fois le time frame inférieur, c'est pas pour rien, c'est pour une affaire de cycle. Voilà, c'est de dire qu'il y a en moyenne à peu près 4 fois plus de cycles sur le time frame inférieur que sur le time frame supérieur. Ok, en fait, on fait généralement des sets de 4 cycles, 1, 2, 3, 4 cycles pour faire un cycle de degré supérieur. Autrement dit, ici, regardez, ça fait un cycle haussier, 2 cycles haussier, 3 cycles, 4 cycles. Hop, là, on vient de finir un cycle haussier. Ça, c'est un cycle haussier de mon time frame local, d'accord, qui s'est fait par 4 cycles haussiers de time frame inférieur. Bon, c'est une moyenne, d'accord, c'est pas quelque chose à formaliser et à dire, oh putain, du coup, c'est génial, je ne fais rien tant qu'il n'y a pas eu 4 cycles dans un sens ou dans l'autre. Voilà, c'est vraiment une moyenne, ça dépend des actifs, ça dépend de chaque actif réagit un peu différemment. Alors sur les actions, ça c'est clair que ça marche le mieux. C'est de là que ça vient surtout. Mais ce ratio de 4, il marche
globalement partout. Et je vous invite toujours à le respecter. Raison pour laquelle je vous invite à faire ce truc-là. C'est vraiment de formaliser, de formater la façon dont vous allez lire vos outils. C'est-à-dire, donc, essayez autant que possible d'avoir à peu près 4 bougies sur le time frame supérieur. Alors, 3 minutes, 15 minutes, ça fait 5. Mais bon, ici, j'ai pas 50 choix, c'est soit je prends du 4 minutes, soit je prends du 5 minutes. Bon, autrement dit, au lieu du 3 minutes, je pourrais très bien prendre effectivement 5 minutes. C'est absolument pas un problème. Donc là, le principe, c'est qu'évidemment, à court terme, j'ai un peu raccourci, c'est-à-dire que là, ici, entre 1 minute et 15 minutes, je choisis le 3 minutes, je pourrais en choisir un autre. On est bien d'accord. Donc ici, autrement dit, je fais x5 là et je raccourcis par là. À 4 minutes, entre guillemets, sera un time frame intermédiaire, mais c'est un time frame que personne ne regarde. Mais bon, voilà, théoriquement, il ferait du sens. 15 secondes, c'est évidemment 4 fois moins qu'une minute, et après, ainsi de suite, on respecte. Dans une semaine, on a 5 jours, donc voilà, ça va, et dans un mois, on a 4 semaines, ça colle. Là, ici, bon, c'est 3 mois, parce que regardez, 4 mois, personne ne regarde. Autrement dit, une bougie de 4 mois, on s'en fout. On regarde plutôt un cycle trimestriel, par exemple. Donc, effectivement, là, voilà. Après, il faut recadrer sur des time frames qui font du sens. Mais quand je vous dis qu'il y a une deuxième option, c'est-à-dire qu'ici, si par exemple, vous choisissez 2 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 2 heures, 8 heures, 2 jours. 2 jours, du coup, ça ferait 2 semaines, ouais, on va dire. Ça marche aussi. L'essentiel, c'est que vous regardiez quelque chose avec cette logique structurelle de time frame. C'est vraiment important. D'accord? Respectez ce schéma. Il y en a parfois qui ne le font pas. Et c'est surtout pire. Des fois, je vois des analyses. Je vois des gens sur le Discord se tailler le bec parce qu'il y en a un qui a une analyse en 2 heures qui contredit complètement ce que l'autre a sur une analyse en 1 heure. Alors, à votre avis, comment on résout ce genre de problème? Eh ben, si vous êtes sur un schéma, sur une grille où vous regardez l'horaire, qu'est-ce que vous en avez à foutre de ce que l'autre il a sur son graphique en 2 heures? Vous ne regardez pas ce qui ne vous intéresse pas. D'accord? On n'est pas là pour prédire le futur, on est là pour trouver des gestions du risque, pour faire quelque chose sur un time frame donné. L'essentiel, c'est pas de dire le marché va faire un point bas ici, c'est de dire ici on a plus de chances de revenir taper là que de continuer. Et du coup, en achetant par là, vous pouvez gérer le risque ici, et ensuite, si ça se retourne, et en fonction de tout ça, essayer d'obtenir et de viser un petit peu plus. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors simple, évidemment, c'est franchement triturer le cerveau. Voilà, j'aime pas d'ailleurs ramener les choses à une soi-disant forme de simplicité. C'est pas simple, on est d'accord, mais ces règles-là, elles sont simples et elles ne sont pas transgressibles. Donc, vous choisissez la grille de time frame qui vous correspond. Moi, le plus simple, évidemment, ne serait-ce que par rapport au fait que je vous partage des analyses et tout ça, moi, je vais évoluer sur la grille que j'utilise personnellement. Donc, vous pouvez utiliser cette grille. La petite astuce, c'est que sur TradingView, si vous allez là, vous pouvez mettre des time frames en favori. Alors, il y a certains time frames où vous n'avez pas accès si vous n'avez pas les comptes payants. Évidemment, ils sont bien malins. Mais voilà, par exemple, calez-vous là-dessus. Il me semble que de mémoire, 1 minute, 15 minutes, ça vous avez. Vous n'aurez peut-être pas le 3 minutes, vous aurez peut-être 5 minutes, mais ça marche aussi. Au lieu de mon 3 minutes, vous prenez le 5 minutes. Derrière 1 heure, 4 heures, 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 12 mois. Je ne suis pas sûr que 3 mois, 12 mois, vous puissiez le faire, mais voilà. C'est pas grave. Normalement, déjà, avec ces time frames-là, ça fonctionne bien. Rappelez-vous qu'ensuite, il y a une autre règle que je vous donne, c'est de compartimenter vos time frames. Alors, si j'arrive à le faire... Pourquoi ça ne marche plus? Ah, voilà. Donc, c'est de compartimenter vos time frames. C'est de bien comprendre, donc, pour moi, ici, c'est plutôt ce que j'appelle le swing. Alors, j'irai même... ouais, bon, voilà. J'irai là-dessus. Ça, c'est vraiment le moyen terme. C'est là où moi, j'interviens aujourd'hui, puisque je pense qu'on a des risques de volatilité sur ces unités de temps-là, et que, évidemment, comme ce sont les plus longues, elles peuvent très rapidement ramasser tout ce qui se trouve en dessous. Ça, pour moi, c'est ce que je vais appeler le positionnement intraday petit swing. 4 heures, ça tend plus vers le swing. 15 minutes, on est clairement dans l'intraday. Il n'y a aucun problème. Et ça, c'est vraiment ce que j'appellerais le schéma des blocs de court terme. Ça, c'est vraiment pour les traders qui font que de l'intraday. Là, on s'en fout du swing. C'est vraiment voilà, le time frame de prédilection du mec qui trade en intraday. J'arrive le matin, le soir, je suis liquide et j'ai fait mon travail et point barre. Donc ce n'est pas le plus facile à gérer, évidemment. Et rappelez-vous ce que je vous avais dit également, chacun de ces 3 groupes, et là on pourrait carrément dire, voilà, là c'est l'investissement l'investissement long terme là-dessus, hein, d'accord? Ou dans ce cas-là, on met le trimestre, l'année, et normalement ce qu'on regarde derrière, c'est des schémas de 5 ans.
D'accord? Donc là, par exemple, théoriquement, derrière, vous mettriez 5 ans. Mais il n'y a pas les bougies de 5 ans sur TradingView. Mais bon, voilà, là, entre guillemets, c'est vraiment le fond cosmologique d'un portefeuille d'investisseurs où on regardera ces macro-cycles, d'accord, donc qui investissent sur des time frames beaucoup plus grands. Donc là, évidemment, il faut vous dire que sur chacun de ces groupes, il y a des choses qui interviennent, des choses différentes. Okay, donc, évidemment, là où je vous ai dit, ici, il faut une très bonne compréhension, quoi qu'il arrive, de la macro. C'est-à-dire qu'ici, votre analyse graphico-technique, elle est bien, elle propose une gestion du risque, et ça marchera aussi probablement, puisque le marché est quand même sous l'influence des mêmes catalyseurs majeurs, que sont évidemment des cycles, des pressions haussières, baissières, et toujours cette recherche du prix d'équilibre qui ne peut se faire que par le déséquilibre. Donc c'est la recherche du déséquilibre qui crée des cycles, c'est ces cycles qui créent des mouvements de prix récurrents. En tout cas, quand je dis récurrent, ça ne veut pas dire prévisible, ça veut juste dire qu'il y a une gestion du risque, il y a un aspect statistique derrière, ce n'est pas que du chaos, il y a un petit peu d'ordre dans ce chaos et c'est la seule chose dont on peut espérer profiter. Donc ici, c'est vraiment là où il faut une connaissance de ces macro-cycles, il faut une bonne connaissance de l'économie, là ça nécessite des notions fondamentales. Là, évidemment, il en faut un peu, mais il en faut. C'est-à-dire que là, comme je vous dis, il n'y a pas besoin de comprendre ni d'être économiste, il y a juste besoin de piger les notions de base, toujours pareil, c'est un peu le foutoir la macroéconomie, on peut vous y expliquer un peu tout et n'importe quoi, et la vision même de l'économie dépend de la personne. Dire dans les économistes, il y a 50 millions de visions de la chose, et il y a des théories économiques qui émergent un peu tous les ans. Voilà, enfin bref, on va dire. Donc, d'un point de vue, il y a beaucoup de subjectivité là-dedans, ça c'est clair, mais ce qui est important, encore une fois, c'est pas de vous noyer dans le chaos de l'information, c'est plutôt d'essayer de dénoter les schémas et les choses récurrentes. Voilà. Qu'est-ce qui fait, dans la macroéconomie, bouger le marché? Vous irez très vite, voilà, vous regarderez le NFP, puis vous direz pourquoi le NFP, ça fait bouger le marché? Parce que c'est un des secteurs de la macroéconomie qui intéresse les investisseurs, mais pas forcément tout le temps. C'est-à-dire que là, le NFP, c'est très regardé depuis 2 ans et demi, on va dire, pratiquement 3 ans aux États-Unis, parce qu'on sent qu'on est en fin de cycle et on cherche en fait les schémas habituels précurseurs de ces fins de cycle, qui sont donc un plancher sur le marché de l'emploi. Donc c'est pour ça qu'on regarde l'emploi aux États-Unis, c'est pour ça qu'on regarde. Voilà. Donc en fait, les investisseurs et les analystes regardent certaines données macroéconomiques à certains niveaux d'évolution du cycle économique pour valider ou invalider les théories, enfin pas forcément les théories économiques, mais pour valider ou invalider les différents états de maturité ou effectivement schéma macro qu'ils ont identifiés. Okay, donc là, évidemment, ça demande un petit peu de notions fondamentales, un peu de compréhension de comment fonctionnent ces rouages, mais pas une compréhension globale de l'économie. Le but n'est pas de dire l'économie sera là demain, mais de dire on est probablement ici aujourd'hui. C'est toujours pareil, nous on est sur de la spéculation, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il faut faire un pari, mais il faut s'assurer que dans le pari, la cote que vous avez est suffisante pour parier. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça, vraiment, comme on l'a dit, c'est réservé à une bonne connaissance. Moi, c'est la seule chose qui me reste encore à apprendre. Mais évidemment, là, comme les time frames sont longs, bonjour l'expérience. Donc ça, c'est des trucs que moi, je vais apprendre dans mes 10, 20, 15, enfin 10 à 20 prochaines années en trading. Mais évidemment, pour l'instant, je n'ai pas encore la sensibilité et le recul pour investir sur ces time frames-là. J'espère le faire, bien entendu, parce que bon, je suis à l'âge de ma vie où c'est le moment où il faut faire ce genre de truc également. Donc voilà, ça m'intéresse clairement, mais pour l'instant, je ne sens pas le timing, je le sens plutôt dans 4-5 ans. Donc pour l'instant, patience. Voilà. Ce timing-là, c'est celui sur lequel je suis en train d'essayer d'intervenir à Wall Street, puisque je pense qu'on est sur la fin de cycle. Enfin, Wall Street, je parle de tous les indices, c'est juste que Wall Street sont les derniers à m'avoir pété les couilles. Les autres ont déjà bien fourni, et je pense qu'il reste un petit coup de rein à mettre. Ça, c'est le time frame sur lequel j'interviendrai de préférence la plupart du temps. D'accord ? C'est là où j'interviens le plus. Là, je ne le fais pas en ce moment parce que je sens un gros risque sur ces time frames-là. Mais genre un très 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 gros risque sur ces time frames-là. Donc j'essaye de pas trop. Voilà. J'essaye de pas trop intervenir là parce que les signaux de ces time frames-là sont complètement piégeux et contre-indicatifs. Autrement dit, ici, on n'a que des signaux de vente, mais le marché ne veut pas baisser parce qu'il ne veut absolument pas déclencher les cycles hebdo. Donc pour l'instant, voilà, on est un peu en suspens. C'est pour ça que, on va dire, toute cette zone-là est tiraillée complètement entre donc des time frames de très court terme qui sont
purement algorithmisées et catalysées par de la faible volatilité, et ces zones-là où effectivement là il y a un gros risque aujourd'hui d'engouffrement baissier des indices. Je ne parle pas encore une fois d'un cataclysme, mais d'une baisse de marché typique d'une fin de cycle et un peu catalysée par de la connerie, puisqu'évidemment il faudra payer les bêtises de Trump. Donc voilà, le principe, donc comme on l'a dit, ici macroéconomie, ici vraiment connaissance absolue de la macroéconomie obligatoire pour se positionner correctement en fonction des cycles économiques. D'accord ? Là, c'est bien la cyclicité économique qui est importante et pas nécessairement que l'aspect technique. Mais normalement, les deux doivent se rejoindre. Hein. Normalement, on doit arriver à la même conclusion. Et ça, donc, tous les time frames de court terme, où là, je vous ai dit, bien entendu, la plupart du temps, les gens adorent ces time frames, mais les adorent particulièrement parce que, toujours pareil, ce sont les mêmes biais psychologiques qui sont au même travail. C'est-à-dire, ça vous permet de relâcher un peu le biais d'impatience, puisque travailler à court terme égale égale moins de temps pour valider les signaux, atteindre les objectifs et des trucs comme ça. Donc le biais d'impatience est moins travaillé. Donc comme ça travaille moins, vous avez la sensation que c'est plus facile, que c'est plus abordable, parce que le biais d'impatience est moins impactant. Alors qu'encore une fois, il vaut mieux travailler le biais d'impatience et travailler sur des time frames plus techniques. Parce qu'il faut bien comprendre que tous ces time frames-là, ce sont des faux amis. Toujours pareil, comme souvent en trading, quand quelque chose paraît plus simple alors qu'on n'est pas suffisamment expérimenté, c'est généralement qu'on va droit au casse-pipe et que, autrement dit, c'est un gros piège bien ouvert pour qui est assez con pour tomber dedans. Donc, le time frame de court terme, malheureusement, lui est impacté par quelque chose de différent. C'est-à-dire là, ce n'est pas la notion macroéconomique qui est importante à connaître, mais ici, les notions de flux. Et ça, oh mon Dieu, je pourrais vous en faire des cours entiers sur les flux. Peut-être qu'on le fera, mais le problème, c'est que c'est extrêmement abstrait. Autrement dit, moi j'ai une vision du flux, tel autre trader a une vision du flux, tel autre machin. Voilà, c'est très compliqué à expliquer avec des éléments rationnels. Alors j'ai quelques éléments rationnels quand même, donc il est possible qu'on fasse un cours là-dessus, un de ces quatre. Si ça vous intéresse, vous me le direz. Et voilà, le flux, j'ai essayé de vous l'aborder de manière, on va dire, au moins les essentiels, de façon, bon, comme d'hab, j'allais dire succinct, mais vous savez que succinct avec moi, c'est pas trop la politique de la maison. Non pas que je veux pas, c'est que j'y arrive pas. Bref, donc voilà, je vous ai fait des cours donc sur les unités un peu plus court terme et la gestion donc des flux pas la gestion des flux, mais l'identification possible du fonctionnement des flux à court terme, c'est-à-dire le carnet d'ordre. C'est pour moi la solution la plus rationnelle aujourd'hui pour pouvoir apprécier et commencer à s'immiscer dans la compréhension des mécaniques de flux. Et je vous ai fait qu'une présentation sommaire. Il y a plein de choses, encore beaucoup plus de choses à dire. Nous, on l'a abordé surtout dans une application particulière qui est le scalping. Mais le carnet d'ordre en intraday, ça sert. Le carnet d'ordre en 1 minute et en 3 minutes, c'est clairement quelque chose qui viendra compenser et améliorer votre gestion du risque. Parce qu'il faut bien comprendre qu'autrement dit, la stratégie d'un point de vue technique, elle est très efficiente sur ce time frame, à condition que ce ne soit pas impacté par celui-là ou par celui-là. D'accord ? Ça, autrement dit, j'ai envie de dire, c'est la zone en or, c'est la zone de prédilection pour commencer le trading. Parce que c'est là où la technicité, c'est-à-dire la qualité des signaux, sera la meilleure. Parce que c'est là que, évidemment, il y a le moins de nécessité de complémentariser l'information technique par soit de l'information fondamentale, soit, enfin, on va dire de l'information macro-fondamentale, soit de la notion de flux et de gestion de flux directionnel de court terme et d'exécution d'ordre dans un carnet. Donc, le principe, c'est que ça, c'est la zone d'or, voilà, la zone la plus facile pour commencer. Le problème, c'est qu'effectivement, cette zone, elle est aussi entre les deux feux. C'est-à-dire qu'ici, si vous vous dites, waouh, moi, la macro, je m'en fous, les flux, je m'en fous, l'important, c'est ce que je fais, mon travail technique. C'est bien, c'est un bon point de départ. C'est comme ça qu'il faut commencer. Focalisez-vous sur l'essentiel, apprenez bien et maîtrisez bien vos notions techniques, mais dites-vous que quoi qu'il arrive ici, pour être vraiment profitable, ce qui est important derrière, c'est d'arriver à bien maîtriser la gestion du risque. Et normalement, vous comprendrez très vite que, hormis la gestion du risque technique, il y a bien évidemment ici l'obligation de prendre un peu en compte la fondamentale et un petit peu en compte les mécaniques de flux. Si vous investissez de préférence plus en 15 minutes, c'est plutôt évidemment la mécanique de flux qui va dominer. Si vous êtes plutôt sur du 4 heures, il faut bien entendu prendre en compte tout ce qui se passe. Ok, utilisez ça vraiment comme une échelle, c'est de dire plus on va tendre vers là, plus il faut maîtriser la mécanique de flux. Il va de soi évidemment qu'en 3 minutes, le carnet d'ordre va vous aider, mais il vous aidera moins qu'en 15 secondes. En 15 secondes, si vous traitez sans carnet d'ordre, vous êtes foutu.
Mais complètement foutu. Parce qu'un signal technique 15 secondes, franchement, vous réfléchissez, ça veut dire ça sert à rien, en fait, si vous n'êtes pas sur une zone de traitement de carnet. De même que, évidemment, ici, en daily, ok, vous avez un signal 4 heures qui arrive et vous avez un NFP à la fin de la semaine. Et on est lundi. Qu'est-ce que vous faites? Bah, évidemment qu'on ne prend pas le signal. Ou alors on le prend, mais on sait que ça va probablement tirer encore 3, 4 jours, peut-être jusqu'à mercredi, jeudi, et peut-être donner le signal qu'avant le NFP, ou même pire, le NFP va déclencher. D'accord? Donc il faut bien comprendre que ces trucs-là, c'est extrêmement important que vous les compreniez et que vous les intégriez. Pas nécessairement dès le départ. Au départ, il vaut mieux se focaliser sur l'aspect technique et les échecs, et c'est qui ne seront pas forcément des échecs, encore une fois, si vous oubliez un NFP en fin de semaine et que vous n'utilisez pas l'altération de la stratégie dont je viens de vous parler, normalement, c'est la gestion du risque qui va la prendre. C'est-à-dire que normalement, vous allez rentrer, vous allez mettre un stop loss de tail tie, et même si vous avez oublié ces éléments, ça sera pris dans votre gestion du risque. C'est-à-dire qu'il y a une part d'incertitude que vous prenez avec la taille du stop loss, qui fait que normalement, vous pouvez absorber une bonne partie de ces j'allais pas dire erreurs, parce que c'est pas vraiment des erreurs, c'est plus de dire que vous auriez pu faire mieux avec de meilleures informations. Voilà. Maintenant, ces informations-là, elles viennent avec la maturité et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on devient évidemment meilleur en trading et que c'est l'expérience plus que tout qui fait qu'il faut que vos gains vont augmenter. Mais encore faut-il pouvoir se construire cette expérience, c'est-à-dire survivre assez longtemps et voilà. Donc, construisez-vous là-dessus, maîtrisez bien cette histoire de time frame, et c'est vraiment important que vous ayez cette grille et que vous réfléchissiez comme ça. Maintenant, tout ça, normalement, on l'avait déjà plus ou moins abordé, pas tout au sein d'une même vidéo, c'est pour ça que je voulais plutôt le faire aujourd'hui, mais je vais quand même vous apporter des éléments nouveaux par rapport à ça, qui sont tout simplement, gardez-vous, vous rappelez, gardez ces règles de toujours, effectivement, donc quand vous avez... Je ne comprends pas pourquoi ça ne veut pas marcher. Bon, ils ont décidé de m'embêter ce matin. Je pense que c'était peut-être ça le problème. Ah, attendez. Alors, oh là, il y a des trucs bizarres là. Hop, ok, bon, bref. Donc, rappelez-vous ce qu'on avait dit. Je sais plus, je me suis perdu. Ah oui, pardon. Donc, les analyses de contexte. À chaque fois que vous avez cette alerte-là, quoi qu'il arrive, c'est obligation formelle de vérifier là où vous en êtes sur le time frame supérieur. Par exemple ici, daily, on irait voir donc en hebdo. Qu'est-ce qu'on regarde en hebdo quand on a une analyse de contexte? D'accord? Rappelez-vous toujours pareil, ça veut dire que ici, autrement dit, en voyant cette portion de graphique, bah effectivement, je n'ai pas suffisamment d'informations pour dire ce que c'est. Ça a plutôt l'air d'être un range, puisqu'effectivement, à chaque fois, on vient frapper borne à borne. On voit que le range est mature. Et bien mature, hein, on est à 1, 2, 3, 4, 5e borne, donc là, range mature, et on est toujours en train d'essayer de chercher la 5e borne. Normalement, dans ce range, à chaque fois qu'on déborde les contextes résistants, c'est là qu'on va se trouver le short. Hein. Voilà, c'est à chaque fois qu'on sort ici, d'accord, à chaque fois on sort des contextes. On sort du contexte acheteur, ça paye. On sort du contexte vendeur, ça vend, ça vend, ça vend, et bim, contexte acheteur. Ici, hop, pareil, ça vend, ça vend, ça vend, ça vend. Vous allez vous dire, mais il est trop fort son truc, c'est magique, il a trouvé tous les points de vente. Bon, ben on verra, mais pour l'instant, effectivement, ça correspond bien à ce que je vous appelle donc un range, tout ce qu'il y a de plus classique, sauf que le problème, c'est qu'ici, c'est un range haussier et un range baissier. En même temps, c'est ce qu'on appelle donc le range à gland, c'est-à-dire le range en biseau d'élargissement, enfin en porte-voie, où effectivement on a à la fois des cassures de support et des cassures de résistance, des sommets ascendants, des creux descendants et des sommets ascendants. L'enfer, quoi. Mais le range. Voilà. Malheureusement, c'est comme ça, c'est le range. Et pour l'instant, on est donc toujours dedans, en train d'essayer de trouver la prochaine borne qui normalement nous ramènera sous les contextes acheteurs, et théoriquement même sous le précédent support. Bon, on verra tout ça. Évidemment, encore une fois, vous savez que Wall Street, ils font tout pour éviter, mais moi, je pense que ça finira par arriver. Donc d'ailleurs, on a eu une alerte sur Wall Street non confirmée. Vous n'avez pas de gestion du risque sur le momentum, mais on est bien sur un bon cycle daily. Et évidemment, ici, même si on n'a pas la gestion du risque sur le momentum, je pense qu'il faudra y aller. Mais pour l'instant, vous savez que moi, je préfère rester très prudent à Wall Street. Donc pour l'instant, j'y suis pas, mais je surveille très clairement pour commencer éventuellement à rentrer. Mais je sens le coup fourré et je sens qu'ils vont essayer de nous terminer l'année au plus haut, ou en tout cas proche d'eux. Donc pour l'instant, je n'ai pas d'urgence à appuyer sur les boutons. Mais je regarde clairement Wall Street, hein, je vous l'ai dit, il n'y a pas de secret. On est donc sur une zone de
contexte, ok, et on est bien dans une fin de cycle haussière. Donc ici, on a la cyclicité qui est ok, on n'a juste pas de gestion du risque sur le momentum. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, on est sur un écrasement littéral de la volatilité. Donc, ici, il n'y a pas de gestion du risque sur le momentum parce que l'algo, il ne pourra jamais rien détecter dans ce genre de truc. Hein. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Donc, il y a un risque à prendre ou à ne pas prendre de se dire, je trade sans la gestion du risque du momentum. Voilà. Moi, ce risque-là, je n'ai pas envie de le prendre aujourd'hui, mais je vous le dis, je surveille clairement pour essayer d'agir sur les indices très prochainement. Mais par contre, la seule chose que vous pouvez faire, c'est utiliser l'hebdo pour réduire le risque. C'est-à-dire, on en est où en hebdo? Oh putain, alors on sera en train de donner un signal hebdomadaire. Et là, c'est là où vous allez commencer à comprendre toute la force de ce truc-là, et du fait qu'il faut rarement faire une analyse sur un seul time frame, et que la gestion du risque elle-même, là je m'adresse plus à ceux qui sont un peu plus expérimentés, même plutôt du niveau intermédiaire ici, parce que les expérimentés, ça à mon avis, vous l'avez déjà largement compris depuis longtemps, mais les expérimentés, il faut bien comprendre que quand vous n'avez pas de gestion du risque sur un time frame, ou que vous manquez de quelque chose, d'accord, quand le signal est imparfait, exactement ce qu'on a par exemple sur le signal daily, il est clôturé ce signal daily, mais il n'y a pas eu de gestion du risque sur le momentum, eh bien vous pouvez essayer d'aller chercher une gestion du risque sur les time frames limitrophes. Celui qui se trouve en dessous et celui qui se trouve au-dessus. Si les deux donnent un signal, mais que vous n'avez pas le signal sur l'UT local, c'est peut-être intéressant de le prendre, mais sur un autre time frame. Donc là, en hebdo, déjà d'une, il faut attendre la clôture. Donc là, vous comprenez pourquoi je ne me presse pas à Wall Street pour l'instant. Par contre, si on clôture la semaine comme ça, ouais, je vais y aller. Mais j'irai sur une UT hebdomadaire. Parce que là, j'ai un signal. Là, j'ai bien ma gestion du risque. On est bien sur une zone d'excès final, débordement du contexte. On est bien ici sur un momentum qui échoue dans la zone de surachat, théoriquement, okay, et qui ferait rejet d'une zone de squeeze. Ici, j'ai un signal. Alors, c'est un signal piégeux, d'accord? Ça veut dire que je ne vais pas y aller avec tout le compte en banque non plus, mais le squeeze, c'est une pattern. Et on est avec quoi ici? Le beau cycle de sine wave qui a bien fini son oscillation haussière. Ici, on est en train de croiser baissier sur l'oscillateur du momentum. Autrement dit, ici, j'ai bien toutes les informations techniques pour une baisse. Mais il me faut le prix. Donc là, l'avalement baissier qu'on a, la cassure baissière du chandelier hebdo de la semaine dernière, si elle est validée à la clôture hebdomadaire, ce sera un potentiel premier signal de baisse à Wall Street. J'ai bien dit potentiel, et j'ai bien dit surtout que perso, je veux la clôture hebdomadaire. Donc le signal daily, pour moi, il est imparfait. Donc je regarde si je peux trouver des gestions du risque, mais en 4 heures. Okay, ça, il faut bien que vous compreniez. Autrement dit, c'est le daily qui m'intéresse. Je vois bien qu'il y a un signal daily en construction. Je ne sais pas encore si ce signal va être confirmé. Je sens bien qu'en ce moment, ils sont en train de se demander si on va se prendre une tatane à la fin de l'année. Et comme je vous l'ai dit, effacer toute l'année pour venir clôturer à l'équilibre, ce qui pour moi serait absolument normal. Faire 30% à Wall Street sur une année alors que la macro, elle s'est divisée par deux. Faudra m'expliquer comment c'est possible. Mais voilà. Par contre, ils y croient. Donc, est-ce qu'on va tenir l'année tout en haut et corriger ça au début de l'année prochaine? C'est possible également. Donc, attention, là, tout est affaire de timing. Est-ce qu'on va pouvoir tenir la clôture annuelle des comptes au plus haut pour faire plaisir aux épargnants, ou est-ce qu'on va leur foutre une tatane pour leur signaler la porte de sortie? Voilà, ça, je ne sais pas encore exactement, mais évidemment, personne ne sait. Sinon, on serait tous riches. Donc le principe étant, donc ce signal daily m'intéresse, mais je peux lui octroyer une gestion du risque. Autrement dit, si je regarde que le daily, j'ai une gestion du risque imparfaite, pour moi insuffisante pour appuyer sur le bouton. Donc insuffisant veut dire je vais chercher des informations supplémentaires. Donc je vais regarder mon 4 heures par exemple, et je regarde ce que j'ai en 4 heures. Ok, donc là c'est bien boule, c'est bien boule même. Et on a quoi? J'ai pas l'impression que ce soit une structure de tendance, il n'y a pas d'arrachage du canal de contexte de support. D'accord? Et ici, on n'a pas de breakout qui dérouille. Regardez, ici, on fait le premier breakout. Et qu'est-ce qui se passe ici? Au lieu de d'accélérer comme des tebiches, on latéralise les bears et on remonte. Même chose ici. Autrement dit, à chaque fois qu'on essaye d'accélérer, ça n'accélère pas. D'accord? On tente l'accélération, ça latéralise, c'est-à-dire qu'attention, on neutralise tous les cycles vendeurs. Les cycles vendeurs, autrement dit, ils se font à plat. Mais ici, votre marché, regardez, on parlait de cycles tout à l'heure. Il les respecte, ces cycles, hein. C'est juste que tous les cycles vendeurs se font à plat. Mais ça, je suis navré les gars, c'est pas un mouvement de tendance. Alors il y en a plein qui vont vous dire tendance haussière à Wall Street. Moi en 4 heures, il n'y a rien du tout. Pour moi, ça c'est un haut de range, non volatile, mais on est en oscillation. Et normalement, comme je l'ai dit, on fait 4 cycles. Là, on en a fait 1, 2, 3,
4, 5, 6. Donc, ça veut dire que théoriquement, on aurait dû se retourner à partir de là. D'accord? 4 cycles, 1, 2, 3, 4 cycles. Et ici, on devrait être en train de baisser. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ça, normalement, ici, on aurait dû faire ça déjà. Et on devrait faire nos 4 cycles à la vente. OK? Un cycle à la vente, 2 cycles, 3 cycles, 4 cycles. OK? J'espère. Attendez, voilà, je vais vous le remettre. Donc, autrement dit, donc là, on a le premier cycle, le deuxième, le troisième, le quatrième. Alors, pardon, non. Donc, la fin du cycle en haut, d'accord? Je prends les sommets des cycles à chaque fois. Là, regarde, on dit 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Là, ok, là c'est donc un creux. Là, le sommet. Là, là on a nos 6 cycles. D'accord? Donc 6 cycles de hausse, mais théoriquement, toujours, c'est 4 et 4. Enfin, c'est 8 oscillations pour faire un cycle de degré supérieur. Donc là, le principe, enfin, pour faire 2 cycles de degré supérieur. Donc là, théoriquement, on a fait le cycle haussier. Ben, il reste le cycle baissier. Donc là, normalement, théoriquement, c'est pas parce qu'on a fait 2 cycles haussiers en plus qu'on va pas faire les 2 cycles de baisse. C'est-à-dire que là, on est peut-être en train de faire le premier cycle de baisse, et il en restera un deuxième, et après terminé. Et on aura fait nos 8 cycles ici pour terminer ce gros cycle-là. C'est tout à fait possible. Voilà. Là, on est dans des cycles qui très probablement vont être des cycles vendeurs. Autrement dit, cherchez plutôt les résistances. C'est pour ça que je dis, je vais quand même regarder en 4 heures si j'ai pas des signaux. Pour l'instant, j'ai rien de réellement exploitable. Voilà. J'ai que des structures de TP, donc j'ai bien l'impression qu'on va retracer relativement profondément sur ces types de cycles-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est donc des signaux, là, plutôt demain, enfin entre aujourd'hui et demain, d'accord? Autrement dit, voilà, par là. Donc plutôt regarder des signaux pour moi demain, fin de matinée ou dans la journée, essayer de choper demain un signal vendeur en pullback, d'accord, par là, sur cette zone-là pour jouer, hop, le dernier cycle vendeur, voilà, de préférence qui pourrait, j'aimerais tirer au moins jusqu'à 940. Et si ici on dérouille bien, hein, ce qui me semblerait tout à fait possible, eh ben on va se diriger dans ce cas-là vers une fin d'année un petit peu plus punchy. C'est ce que je vous ai dit en fait, le principe de dire, là on parle de cycle. Alors je vous donne un ordre de grandeur, ça dépend de combien on remonte. Si on remonte tout doucement, c'est-à-dire entre guillemets, on garde cette pente là, attendez, je vais essayer de recaler, voilà. Si on garde cette pente, je vais remettre. Voilà. Si on garde cette pente-là, d'accord, la pente à 45 degrés qu'on avait, on peut très bien, dans ce cas-là, finir le cycle plutôt vers le 15-16, d'accord, et réamorcer le prochain cycle vendeur après. D'accord, exactement ce que je vous ai dit. Dans ce cas-là, essayez de chercher une vente vers allez, une grosse semaine avant la fin de l'année. Et dans ce cas-là, la dernière semaine de l'année sera extrêmement baire et elle risque de rechuter assez fort et peut-être même jusqu'à 2008. Dans ce cas-là, on se fait une grosse chute en ligne droite et on efface tous les mois d'octobre et compagnie en quelques semaines, en quelques jours à la fin de l'année. C'est tout à fait possible, encore une fois. Hein, ça ne fait pas non plus des baisses cataclysmiques, mais c'est tout à fait probable qu'on s'enfile les moins 10 qu'il faut jusqu'à la fin de l'année. Et ça restera une année quand même assez forte hein, pour Wall Street. Surtout pour une fin de cycle, hein, voilà, en termes de gains réalisés au cours de l'année. Donc je surveille, pour l'instant je pense qu'il n'y a pas de raison de se presser. Les premiers signaux que j'ai sont ceux que je vous avais dit, c'est-à-dire je vous ai dit, je ne regarde plus Wall Street tant qu'ils ne font pas une clôture daily au-dessus de la zone des 14 qui était la précédente résistance. Bon ben voilà, pour l'instant c'est fait. Comment on réagit sur cette zone-là? Pour l'instant, pas très positivement. Hein, ça revend toujours le bon vieux triangle de momentum. Il faut quand même être fou aussi, c'est de se dire, on est quand même réussi à monter à 18 sur la volate alors qu'on n'a même pas lâché 2% à Wall Street. Bon, c'est de dire maintenant que la moindre petite entrave à la règle fait que très rapidement la volatilité remonte. Donc attention à ce que dans ces contextes-là, ça ne parte pas en vrille. C'est pour ça que je vous dis, je surveille clairement Wall Street. Je n'ai pas l'impression qu'ils aient les grandes choses sous contrôle. C'est-à-dire que la volatilité, elle me semble plutôt hors de contrôle. Mais voilà, pour l'instant, je vous dis, c'est plutôt la queue qui remue le chat. C'est-à-dire qu'on traite de la volatilité, on ne traite plus du S&P 500. On s'amuse sur les options aujourd'hui, plus que de s'amuser sur le sous-jacent lui-même. Ce qui est un peu inquiétant en soi, mais c'est la logique dans laquelle on est aujourd'hui. Donc, un peu de patience, ok, toujours pareil. Je vous fais ma lecture à Wall Street du coup, mais on en profite donc de mettre en application ce qu'on a dit ici. Le signal daily, vous pouvez, si vous êtes agressif, essayer de regarder ce qui se passe en 4 heures, c'est ce que je fais moi. Si vous êtes moins agressif, vous attendez de traiter l'hebdomadaire. Moi, je vais apporter les deux réponses, c'est-à-dire que je vais attendre de toute façon la fin de semaine et je regarderai la clôture hebdomadaire, autrement dit vendredi à 21h50, je serai devant mes graphiques à décider si oui ou non je prends un trade ou je place un ordre pour la semaine prochaine. Hein. Et je regarde le 4 heures sur le minimum que je veux pour mon cycle, c'est-à-dire regarder en 4 heures on s'y remet, okay.
on est en bas sur le cycle. Voilà. Donc vous voyez, on commence à peine. Donc j'aimerais que ici, on aille taper un peu plus bas, et c'est le prochain cycle acheteur qui m'intéresse. Autrement dit, vraiment, je pense qu'il n'y a pas d'urgence, ça risque même d'être la semaine prochaine. Je surveillerai quand même en fin de semaine, au cas où on accélère, mais ça me semble quand même peu probable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est typiquement, toujours pareil, les zones de range, c'est-à-dire que c'est probablement en horaire. Je vais regarder. Je vais probablement, en termes de signal, d'accord, c'est probablement en horaire que je vais essayer de me placer ici. Autrement dit, voilà, typiquement dans des débordements du contexte vendeur ici. Donc là, pour l'instant, on déborde bien le contexte acheteur, donc ça sent le range vendeur. Ce que je regarde le minimum, c'est le range vendeur, c'est-à-dire au minimum 61%, et dans le contexte, ici, donc 3125, il y aura peut-être un truc à faire à Wall Street, en fonction des signaux que j'aurai ici, toujours pareil. Je prends mes petites boîtes, d'accord, les petites boîtes de choses que je maîtrise, mes gestions du risque, et je vais essayer de les appliquer. D'accord. Là, il y aura un signal potentiel de range vendeur à traiter. Maintenant, il faut qu'on arrive dans la zone doucement, c'est-à-dire que si on y est cet après-midi, ça ne marche pas. Il faut vraiment que ça y aille tout doucement, et ça, c'est ce que je vais essayer de choper demain ou en fin de semaine. D'accord. Minimum 61, ou sinon au-dessus du contexte et au-dessus des 76. D'accord. Donc là, il y aura, autrement dit, deux signaux techniques à rechercher. Un premier ici, demain, je pense, d'accord, pour un signal de range baissier. Rappelez-vous que dans un range baissier, je ne prends que les signaux de tendance, c'est-à-dire qu'ici, je veux des bears sur le momentum ou des divergences baissières cachées. Voilà, je veux du signal rouge. Si c'est pas rouge ici, ça ne m'intéresse pas. Autrement dit, si j'ai que des TP ou des trucs comme ça là-dedans, c'est très compliqué de rentrer là-dedans. Enfin, je pourrais peut-être le faire, mais plus serein, enfin plus doux. Là, ce sera la zone de range, c'est-à-dire, comme d'hab, 76, 85% de retracement, essayer de chercher typiquement des signaux là-dedans de type TP, voilà, des signaux gris, c'est typiquement ce qu'on va essayer de rechercher là-dedans. Et au-dessus du contexte. Et ça, ce sera probablement plutôt la semaine prochaine. Ok? Donc ça, éventuellement en fin de semaine, entre jeudi et vendredi, et ça, plutôt la semaine prochaine, dans ce cas-là, si jamais on arrive à tenir des clôtures hebdo pas trop mal. Okay, et dans ce cas-là, il faudra valider à nouveau un signal hebdomadaire la semaine prochaine. Et si le signal ne valide pas la semaine prochaine, eh ben, tant pis, on attendra la semaine d'après et début 2020, et ainsi de suite. Okay, toujours pareil, apprenez à ne pas traiter ce que vous voulez voir et tout ça. Sachez juste ce que vous aimeriez voir et à quel type de boîte ça correspond par rapport aux boîtes que vous connaissez et que vous maîtrisez. Moi, je sais que ce que je veux rechercher ici, c'est plutôt effectivement des signaux de pullback, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc je vais essayer d'appliquer la stratégie de range à Wall Street jusqu'à nouvel ordre. Ce que je veux choper en ultime, c'est ça. Et ça, c'est ce qu'il faut que vous appreniez à faire, et c'est vraiment le tuto que je voulais vous faire aujourd'hui, en plus de ce qui avait déjà été fait. C'est des choses qu'on fait de toute façon et qu'on faisait et qu'on appliquait dans les émissions daily, mais on ne les avait jamais synthétisées au sein d'une seule émission. Voilà. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'autrement dit, aujourd'hui, j'ai un mappage dans ma tête d'intervention entre l'horaire, le 4 heures et le daily. Je sais ce que je surveille sur chacun de ces graphiques, et tout ça, c'est un seul scénario. C'est dans l'objectif de choper mon cycle hebdomadaire. Je commence à avoir des signaux daily qui me permettent de regarder le 4 heures, et dans mon 4 heures, j'ai compris que je vais essayer de choper dans les prochains jours un range horaire. Ok ? Alors c'est compliqué parce qu'évidemment dans le process de décision, vous vous rendez compte, ça veut dire alors je vois le signal hebdo, je vois le machin, et c'est ça qu'il faut que vous appreniez à faire. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire avec cette gestion multi-time frame. Regardez et essayez toujours de regarder 3 time frames, c'est-à-dire c'est la base pour vous. Là je vais carrément sur 4, mais ce n'est pas nécessaire d'aller aussi loin. Vous c'est vraiment minimum 2, c'est-à-dire que si vous regardez un seul graphique pour trader, c'est compliqué. C'est toujours bénéfique de regarder le time frame inférieur ou le time frame supérieur pour au moins avoir une vision un petit peu plus élargie et une meilleure gestion du risque. 3 time frames, c'est le top, c'est-à-dire celui sur lequel vous allez intervenir. Regardez quand même très rapidement et très succinctement celui du time frame inférieur et essayez de jeter un œil au time frame supérieur. Il ne faut pas regarder et essayer de traiter les signaux parfaits, c'est-à-dire que le but n'est pas de dire « Ok, alors j'ai le signal sur le time frame inférieur, le signal sur le time frame supérieur, le signal sur le time frame local, putain c'est parfait, j'y vais ». Ça va arriver évidemment, mais c'est rare, c'est relativement rare. Et effectivement, si vous cherchez ces signaux parfaits, il y en a, et il ne faut surtout pas hésiter à les prendre, mais il y en a beaucoup moins que des signaux imparfaits, qui est tout l'art de la gestion du risque. De dire, il y a quelque chose, il y a un faisceau d'informations suffisant qui permet de réduire le risque. Ce n'est pas parfait,
mais ça permet de réduire le risque. Et dans ce cas-là, plus on réduit, plus on peut s'exposer et exposer son capital, plus c'est hasardeux et bancal en termes de gestion du risque, plus soit on se dirige vers je passe mon tour, on n'y va pas du tout, ou on attend des informations supplémentaires, soit j'y vais, mais avec une modulation du risque bien plus faible, je me garde une porte de sortie pour ajuster le stop loss par exemple. C'est-à-dire, je mets un stop loss, je mets mon invalidation là où je dois le faire, par exemple sur mon trade de range, je prends mon taille de canal de tendance, comme ça, mais en prenant une position plus petite, je peux me permettre à l'arrivée de l'invalidation, d'éventuellement repousser un peu le stop loss. Ça, il n'y a que moi qui fais, évidemment. Les débutants, vous arrivez pas, vous faites pas ça. Hein, d'accord. Stop loss égal, vous l'avez mis, vous le faites prendre, c'est pas grave. Il vaut mieux, dans ce cas-là, que vous preniez une petite position, comme ça, la perte est réduite s'il y a erreur, mais par contre, vous ne bougez pas les stop loss. Mais moi, je le fais pour ça. Quand je réduis les tailles de position, c'est pour avoir une marge de manœuvre supplémentaire dans ma gestion du risque, tout simplement m'autoriser à accepter plus de KO si nécessaire. Voilà. Et je ne repousse pas les stop-loss tout le temps. Je repousse les stop-loss que quand le contexte me dit, bon, là, ils y vont un peu fort, ils cherchent juste les stops, et selon ce que je décide, je le donne ou je ne le donne pas. Il y a des moments où je décide de ne pas le donner et de sortir sur le pullback derrière. Mais une invalidation est une invalidation. Si le marché va chercher votre zone d'invalidation, ça veut dire qu'il faut sortir derrière. Ça veut juste dire qu'il y a des moments où, par exemple, admettons, je rentre ici, d'accord, admettons, je prends cette taille-là, je vais avoir un stop-loss là, admettons, je vois que le marché veut aller chasser le sommet. Bon, ben voilà, je me dis, soit j'accepte de déclencher mon stop loss, soit ici, je vois que j'ai une grosse zone de volume dans les carnets, et je vais me dire, bon, ben, ils vont juste aller taper la zone de volume, je vais foutre le stop ici. Et ça, je ne peux pas le faire si ici, j'ai pris le risque maximal. Par contre, si ici, j'ai pris 50% de la taille de position, réaugmenter le stop loss de 1 tiers, bon, ben voilà, enfin, autrement dit, c'est pas doubler la taille du stop loss, d'accord? C'est de dire, ça, c'est la taille du stop loss, j'en rajoute 50%. C'est pas très très grave. Voilà. Jouer à ce jeu-là, ça reste toujours ancré dans une gestion du risque. Là, on n'a rien à voir avec le gars qui repousse son stop loss parce qu'il veut éviter la perte et qui a fait n'importe quoi avant. Hein. Là, on parle bien d'une gestion du risque spécifique. Et quand le marché vient taper ça, je sais que de toute façon, je sortirai le trade en pullback derrière. Le simple but ici en jouant ça, hein, pour moi, c'est réduire la perte, pas l'annuler, ni chercher à la retransformer dans un gain ou un truc comme ça. Hein. Bon, j'aurais pas dû vous parler de ça, je sais que je vais vous embrouiller. Donc, allez, on va s'arrêter là pour éviter de me perdre dans d'autres fioritures du genre. Donc, toujours pareil, maintenez, et l'essentiel de l'information que je voulais vous transmettre ici, minimum de time frame, de préférence quand vous débutez, regardez le time frame supérieur plutôt que le time frame inférieur. C'est-à-dire quand vous avez un choix, toujours pareil, il y a toujours le choix du risque et le choix du moindre risque. Quand vous êtes débutant, vous allez toujours vers le choix du moindre risque. Donc, quand vous êtes débutant, daily, par exemple, vous essayez de chercher vos confirmations en weekly. Vous essayez de vérifier que le contexte weekly est bien favorable, qu'on est en fin de cycle ou des trucs comme ça. OK ? Évidemment, quand vous êtes un peu plus expérimenté et plus agressif, vous pourrez ajouter la troisième branche en regardant le time frame inférieur. Voilà. C'est intéressant de voir comme ça. Okay. Privilégiez de préférence toujours le moindre risque. Donc, le time frame sur lequel vous voulez vous positionner, celui qui propose un contexte favorable, et essayez de regarder si ça s'aligne au moins pas trop mal avec le contexte hebdomadaire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable semaine. Pour l'instant, donc je vous le dis, je suis les marchés, mais je ne fais toujours rien. C'est pas parce qu'on a fait 2-3 bonnes choses sur la volate qu'il faut tout de suite commencer à s'exciter. Donc un petit peu de patience. Pour l'instant, il n'y a rien qui permette de faire grand-chose à Wall Street.